Seigneur, nous avons intercepté un nouveau signal vidéo. Il s'agirait d'un fragment perdu en provenance des Illusionnaires. Parfait. Transmettez-la directement dans mes appartements. Elle est cryptée. Comment? Débrouillez-vous! Intercepté un signal provenant de l'espace-temps interdit. Vous êtes réquisitionné pour un décryptage prioritaire de niveau 5. Bien reçu. Mais en quoi cela nous concerne-t-il? Nous relevons du département stratégie et commandement. Commandant, nous avons un code rouge en provenance du département des enquêtes et prévention. Transmettez. Il s'agit d'un signal vidéo codé à décrypter. Sa seigneurie, le baron, vous charge du... Par les dieux, c'est une plaisanterie! Comment diable veut-il que j'arrive à faire ça? Ne sommes-nous pas déjà occupés avec cette expédition secrète vers l'univers interdit? Oui, commandant. Je ne suis pas le commandant en chef des installations de décodage du bâtiment stellaire de sa seigneurie! Non, commandant. Dois-je prévenir le département que nous ne... Qu'est-ce qu'il a, ce signal, exactement? Il est crypté en langage basique ancien. En clair, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, commandant, pardon. L'image est encodée dans une ancienne programmation binaire qui doit dater du début des grands calculateurs. Très bien. Occupez-vous-en alors. C'est déjà fait. Nos équipes y sont parvenues. Nous captons une image. Et le son nous parvient encodé dans une langue inconnue. Eh bien, cherchez un traducteur. Nous n'en avons pas ici. Eh bien, cherchez-en ailleurs. Commandant, si je puis me permettre. Nous avons recruté récemment un civil qui a séjourné quelque temps dans l'univers 3. Une âme perdue en quête de rédemption, vraisemblablement. Ah, eh bien voilà, enfin du personnel compétent. Yes, very curious, very interesting. Citoyens, ceci est un message prioritaire du Chronicité. Vous êtes réquisitionné par le haut commandement pour une mission de la plus haute importance. Veuillez rester en ligne pour un débriefing complet. Hop là! J'aime pas les coïncidences, ça commence à sentir le roussi cet univers. Va falloir que je m'en aille avant d'avoir fini ma pile de lecture en retard. Citoyens, nous avons intercepté cette transmission vidéo. Comme vous pouvez le constater, le signal est crypté selon un ancien code provenant de l'univers 3. D'après votre fiche de renseignement, vous êtes familier des usages traditionnels de cet univers païen. Citoyens, seigneurs du Chronicité, dans leur bienveillance et leur miséricorde, vous accordent leur confiance et vous pardonnent pour tous vos péchés. En ce jour de gloire céleste, vous vous êtes portés volontaires pour participer à une opération secrète. C'est pourquoi nous vous chargeons de décoder ce signal et de nous en transmettre les résultats au plus vite. Le Chronicité vous remercie pour votre coopération. Bon, je vais leur passer la vente que j'ai là. Ni vu ni connu, ils y verront rien.
Votre Altesse? Votre Altesse? Nous avons intercepté un nouvel échantillon de l'émission interdite. Ah, pas trop tôt. Transférez-la ici. Qu'on ne me dérange pas, sous aucun prétexte. La parution des romans, bon, c'est un par an pour le moment. Il va y avoir aussi des nouvelles qui vont être publiées. Sous quelle forme, quel rythme de parution également? Comment vous allez procéder? Je sais pas, honnêtement. Il y a de fortes chances. Comme elles sont, l'avantage, en quelque sorte, c'est que justement les nouvelles concluent le cycle. Donc il serait logique qu'une fois qu'on aura épuisé la réserve de romans, on fasse 1 ou 2 volumes. J'ai pas calculé combien ça fait. 1 ou 2 volumes de nouvelles pour finir. Voilà, en finissant donc par le berceau de la création, qui paradoxalement pour un berceau est en fait le cercueil de la série. Voilà. Alors, comme je le disais tout à l'heure, tu es traducteur aussi, hein, et pas que pour le Capitaine Futur, hein, mais pour beaucoup de romans. Comment tu procèdes quand tu travailles? Comment fait un traducteur pour traduire? Bah, traduire, oui, mais j'imagine qu'il y a toute une organisation. J'ai commencé, j'avais 20 piges, donc ça fait plus de 35 ans que je fais ça. Et à force, j'ai acquis un certain nombre de peut-être d'automatisme ou une certaine facilité d'action en tout cas. Moi j'ai 2 manières de travailler différentes. Quand je traduis un roman, j'ai besoin de ne pas connaître trop le roman. Je lis les premiers chapitres pour voir si ça va me plaire et si je vais accepter de faire la traduction. Et puis après, je le découvre petit à petit. C'était dangereux à l'époque où je débutais et où je travaillais à la main, puis après j'écrivais à la main, et puis après, je sais pas pourquoi je fais avec ma main droite, je suis gaucher. J'écrivais à la main, et puis après je retapais à la machine, et quand il fallait corriger des trucs, c'était chiant. Maintenant on a les ordi, donc évidemment c'est beaucoup plus simple. Et du coup, et pour les nouvelles, par contre, je les lis éventuellement plusieurs fois, parce qu'une nouvelle c'est vraiment une espèce de une petite miniature. Et du coup, j'aime bien savoir exactement où je vais là par contre. Et donc, j'ai 2 façons complètement différentes de travailler, selon que je traduis des nouvelles et selon que je traduis des romans. Et d'ailleurs, j'aime bien alterner. Je fais beaucoup de recueils de nouvelles ou de novellas. Je fais pas mal de nouvelles pour Bifrost notamment, mais pas uniquement. J'aime bien sans cesse naviguer entre ces 2 types de disciplines, parce que c'est comme passer, je sais pas, de la chanson pop à la symphonie, quoi. C'est ça qui est marrant, c'est le gros avantage du boulot, c'est le fait que tu peux quand même varier les plaisirs, quoi. Parce que honnêtement, c'est à peu près toujours un plaisir. Moi, je suis privilégié. Quand tu as comme ça une activité qui te donne accès à des tas d'images et d'ambiances qui justement ont tendance à te sortir de ton quotidien. Je parle de la science-fiction, pas de la littérature réaliste, par choix, par goût. C'est pareil, ça me donne une espèce de souffle. J'avais étonné un jour un gars en lui disant mais
la science-fiction, c'est toujours optimiste. Le mec il me dit, mais attends, même le post-apocalyptique, je dis, ben oui, même le post-apocalyptique, pour qu'il y ait le post-apocalyptique, il faut qu'il y ait des survivants. Sinon, il n'y a pas de roman. Donc, c'est optimiste. Bon, j'admets, c'était un peu tiré par les cheveux. Mais quand même, j'y tiens à ce qu'il est. Un roman, il faut... Enfin, on va parler du roman, c'est plus simple. Un roman, il faut l'apprivoiser. Un style, il faut l'apprivoiser. Alors, ça aide quand tu traduis plusieurs fois le même auteur. Et là, pour le Capitaine Futur, quand tu traduis la même série, c'est que bon, il y a des repères. Bon. Et par ailleurs, il faut prendre le pouvoir sur le texte. Il faut pas... Sinon, c'est du go ultrade. Il faut rendre un style en français qui ne soit pas en plus son style à soi. Donc, ça s'acquiert avec l'expérience. Il n'y a pas d'autre solution. Et moi, j'essaie de traduire un texte des années 40. Il se trouve que j'en ai fait pas mal parce que j'ai fait ça. Les Capitaines Futurs, récemment, j'ai fait La Chose de John W. Campbell dont je parlais tout à l'heure, qui est le texte à l'origine du film The Thing de Carpenter, entre autres. J'ai fait Waldo de Robert Heinlein, qui est pareil, une novella de 1940, beaucoup plus art science entre guillemets que justement Capitaine Futur qui est de la même époque. Et c'est des textes que j'essaie un peu de traduire comme si je traduisais à l'époque, c'est-à-dire j'essaie de ne pas mettre d'anachronisme de vocabulaire dans mes traductions, mais en même temps j'essaie d'avoir un style fluide plutôt année 2020 quoi. Donc c'est un exercice d'équilibrisme langagier que je trouve marrant, fécond, c'est ce qui fait tout le sel du boulot quoi. T'as déjà eu des difficultés dans des traductions hein? Tout le temps. On a tout le temps des difficultés dans les traductions. Tout le monde se fout de notre gueule au Bélial parce que ça fait, je sais pas, 7 ou 8 ans qu'on annonce un roman bien précis. C'est la suite d'un roman qu'on a déjà publié, qui a eu un certain succès en plus. Et il est au catalogue tout le temps, depuis 7-8 ans. On me dit, mais quand est-ce que vous avez publié ce roman? Et en fait, moi j'ai lu le roman. Et il y a un point très précis qui est vraiment central à l'intrigue, que j'arrivais pas à traduire en français. Et l'autre soir, j'ai eu une illumination et j'ai aussitôt appelé mon cher boss au Bélial, Olivier Girard. Je dis ouais, j'ai trouvé comment traduire ça. Il me dit waouh, cool, on achète le roman. Donc voilà. Mais bon, ça c'est un exemple extrême et puis peut-être que si je m'étais un peu plus cassé la nénette, j'aurais trouvé plus vite. Mais on a souvent comme ça je sais pas, un jour le gars du Bélial a voulu rééditer ma toute première traduction. Je suis allé voir ce que ça donnait, pas grand chose, et donc je l'ai refait quasiment de fond en comble parce qu'on change, parce qu'on acquiert de l'expérience, parce qu'on acquiert des trucs, effectivement. Et après comment dire, le seul moyen de rester bon traducteur, c'est de ne pas se perdre dans la langue d'origine. Donc je m'astreins à lire en français, je m'astreins à... Je ne peux pas regarder des films ou des séries doublées, faut pas exagérer, mais je m'astreins à les regarder avec des sous-titres en français, parce que comme ça, si les collègues ont trouvé des bons trucs, j'ai toujours un petit carnet près de moi pour leur rendre hommage, on va pas dire copier, mais leur rendre hommage. Moi, il y a des gens vraiment que j'admire dans le domaine de la traduction, y compris dans d'autres genres, dans le roman historique, dans le polar. Et ce sont des gens qui vont me faire acheter un bouquin parce que c'est eux qui l'ont traduit. Et je sais que je vais, faire une bonne lecture, même si le livre me plaît plus ou moins, je sais comment je vais lire du bon français bien traduit, etc. Et puis surtout, c'est des choses où je peux apprendre des trucs. Maintenant, moi quand j'ai débuté, ça n'existait pas. Maintenant, il y a des cursus de traduction. Il y en a quelques-uns en France, il y en a un à Paris notamment, à Jussieu, je crois. Et donc, on a maintenant des jeunes traducteurs qui arrivent vraiment formés sur le marché. Nous, c'était carnaval. Hein. En gros, et heureusement, ça existe encore. On peut arriver chez un éditeur, dire j'ai envie de faire une traduction. Et je peux vous démontrer que je suis capable d'être traducteur. Et donc, l'éditeur fait faire un essai. Et si effectivement la traduction est bonne, on ne va pas demander un diplôme. D'abord, les diplômes, c'est tout récent. Il n'y en a pas des milliers. Et on peut avoir des gens qui sont parfaitement des passionnés et des amateurs, mais qui sont doués. C'est comme écrivain.
toute façon, un traducteur, à la base, c'est un écrivain un peu spécialisé, quoi. C'est comme écrivain, il n'y a pas de diplôme pour être écrivain. Pas en France. Aux États-Unis, il y a des classes d'écriture créative, comme on dit, dans les universités ou dans les ateliers d'écriture. Et ça, en France, ça ne prend pas pour l'instant. Donc, et puis même, on a beau avoir les diplômes, si on rend un mauvais roman ou une mauvaise traduction, bah, ça va pas le faire. Hein. C'est pas le diplôme qui fait la qualité du produit fini. Actuellement, tu travailles sur quel projet hein? En ce moment, je finis. Je travaille beaucoup pour le Bélial parce que notamment je peux amener des projets et s'ils sont acceptés, c'est Vivi qui les traduit. Donc c'est comme ça que j'ai fait une intégrale des nouvelles de vente. J'ai pas tout traduit, mais j'ai enfin tout révisé et traduit tout ce qui était inédit petit à petit. Et là justement, le projet actuel, c'est de finir le deuxième recueil de l'intégrale de Frank Herbert, auteur de Dune, de ses nouvelles. Ça c'est en 2 gros tomes, mais c'est quand même moins impressionnant que l'intégrale des nouvelles de Jack Vance, qui était un peu du délire. Le travail de révision des vieilles traductions, c'est un travail que j'aime bien. Le premier que j'ai fait, il se trouve que c'était Non Hamilton. J'ai révisé la traduction des Loups des Étoiles pour De Noël et pour Gilles Dumay en 98 ou 99, ou tout début des années 2000, je ne me rappelle plus. Et puis après, le suivant, ça a dû être du Jack Williamson, ça a été la trilogie de la Légion de l'Espace. Donc j'ai commencé par du Space Opera de chez Space Opera, c'était rigolo. Et moi je trouve que ça m'apprend des tas de choses. C'est pas que j'aime bien corriger les erreurs ou les bêtises de mes petits camarades. Et simplement, il y a 50 ans, ou 40 ans, ou 60 ans, ben, il n'y avait pas véritablement d'habitude de traduire la science-fiction. Tout le monde débutait. La plupart des premiers traducteurs de science-fiction dans la collection Le Rayon Fantastique ou Présence du Futur, qui étaient les 2 grandes collections des années 50 qui publiaient les traductions, c'était les traducteurs de polar. Par habitude et par contrat et par accointance avec l'imprimeur, les bouquins ne devaient pas dépasser un certain nombre de pages. Donc s'ils les dépassaient en anglais, on sortait le rabot et le ciseau. Donc, et y compris des trucs, quand De Noël a réédité Fondation de Asimov, qui est quand même la série, quoi, là, ils se sont rendus compte qu'il en manquait entre 15 et 20%. Donc on a rétabli, le texte intégral a été rétabli. Ça, moi j'ai vu plein de fois aussi, quoi. C'est pareil, y compris des traducteurs qui étaient des amis, qui m'ont formé, qui m'ont aidé. Il y en avait qui n'aimaient pas tellement l'aspect scientifique de la SF, ils préféraient le côté un peu surréaliste et tout. Donc quand il y avait un passage bien scientifique, bien lourd, ils oubliaient de le traduire. Donc tous ces trucs-là, bon, on s'attache maintenant à avoir un respect un peu plus affirmé vis-à-vis du texte original et de l'auteur, et donc on rétablit tout ça et on essaie d'avoir des textes qui sont quand même plus fidèles et puis si possible plus fluides quand les traductions n'étaient pas bonnes, ce qui arrive, mais je veux pas pardonner ou excuser tout le monde, mais ça se conçoit. Quand je lis un bouquin des années 50 et qu'il n'est pas très bien traduit, je dis bah oui, normal. Excellent. Faites une copie et mettez-la à disposition du sanctuaire. Oui, votre seigneurie. Doit-on détruire l'original? Oui, bien sûr. Détruisez toute trace de téléchargement et contactez le Bélial. Faites une commande de leur revue Le Bifrost. Oui, votre Altesse. À tout hasard. Demandez-leur s'il serait possible de traduire un ancien... Hein? Mais qu'est-ce qui se passe? Garde, allez voir. Seigneur, nous avons un code rouge. Au rapport. Un prisonnier s'est échappé. Comment? Quelle est cette infamie? Il s'agit de l'étranger de la bordure extérieure. Le chasseur de primes? Arrêtez-le! Lâchez les xénomorphes s'il le faut! Il ne doit pas s'enfuir de Proté! Le fugitif se dirige vers l'armurerie. Envoyez des renforts.
problème. Mieux vaut mourir plutôt 2 fois qu'une. Attrapez-le! Ne laissez pas s'échapper! Attrapez-le! On va le prendre à revers. Seigneur, on nous indique une explosion sur la plateforme de décollage. Comment? Mais ce n'est pas du tout vers l'armurerie. Votre Altesse! Votre Altesse! C'était une diversion! La prisonnière Eve s'est échappée! Quoi? Ne tirez pas, je me rends! Désolé, le coup est parti tout seul. Mais je vous en prie, je ne suis qu'un agent d'entretien administratif. Ruby, tu me reçois? T'en es où? C'est bon, j'ai réussi. Localise-moi et amène-toi. On décolle. Je pourrais pas les retenir plus longtemps. J'arrive. Rendez-vous! Vous êtes cernés! Toute résistance est inutile! Fais-moi penser ne peut jamais remettre les pieds dans cette foutue galaxie. Pareil pour moi. Je te dépose et je rentre vers l'autre monde. Transférez l'appel au Haut Conseil. Seigneur du Chronicité, je m'incline devant l'unité et la suprématie du Haut Conseil. Béatitude sur vous, comte. Quelle nouvelle de Proté? Où en est le transfert des prisonniers? Les traîtres ont-ils parlé? Malheur sur eux!